Bonjour, je vais très bien, merci et vous-même. C'est un réel plaisir pour moi. Alors, je suis Samuel Faye, juriste, manager. J'évolue dans le secteur de l'enseignement depuis plus de 10 ans et j'ai été appelé à plusieurs fonctions différentes, coordonnateur d'établissement, directeur d'un institut panafricain d'études politiques et de développement. Et aujourd'hui, je suis le directeur du Centre national de formation des techniciens des pêches et de l'aquaculture. Alors, j'ai été dans plusieurs écoles dans le cadre de mon parcours. J'ai commencé le primaire à l'école Saint-Pierre de zone A. Ensuite, j'ai été au lycée Thierno Seydou Nourou Tall où j'ai obtenu un bac L2. Ensuite, après l'obtention de ce baccalauréat, j'ai rejoint l'école de droit du groupe ISM. Et dans le cadre du partenariat qui existait avec le centre Jean-François Champollion, j'ai pu faire une licence, un master en droit. Et ensuite, un diplôme d'études supérieures spécialisées à l'université Gaston Berger. Et pour poursuivre dans la voie de la recherche, j'ai dû, parce que j'avais fait un master professionnel en droit, faire un master de recherche en droit fondamental, enfin, soutenir plutôt un mémoire qu'on appelle complément de recherche, qui a été soutenu dans le cadre d'un master en droit fondamental des affaires à l'Université de Toulouse. Et aujourd'hui, je suis doctorant rattaché au centre de recherche en droit des affaires de l'Université de Toulouse. Si on entend parler, on a l'impression que vous êtes appelé des instituts. Quels sont les noms de l'éducation de la formation professionnelle dans ce niveau du secteur? Alors moi, j'ai fait quasiment toute ma carrière dans le secteur de l'enseignement, de l'éducation, de manière générale. Et je considère que ce qui peut fonder la force de nos pays africains repose sur le développement du capital humain. Le capital humain, c'est les hommes et les femmes qui sont formés et qui développent des compétences, une attitude, une vision commune et partagée qui leur permet de répondre aux défis qui interpellent leur génération, aux défis qui interpellent leur société. Et concernant le continent africain, il faut dire que ces défis sont multiples. C'est des défis d'ordre économique, c'est des défis d'ordre environnementaux, c'est des défis d'ordre social ou d'ordre sociétal. Et voilà, donc je pense que face à ces multiples défis, il est plus que jamais nécessaire de former des hommes et des femmes capables de répondre à ces problématiques qui nous interpellent. Et cela passe par une formation de haut niveau, par une formation de qualité. Cela passe par une formation qui est adossée à nos réalités culturelles, à nos réalités sociales. J'ai toujours plaidé pour que les offres de formation soient davantage arrimées à nos réalités et à nos potentialités. Chaque pays sur le plan économique développe un avantage comparatif dans un domaine bien défini. Donc, il faut que ce qui est l'avantage comparatif du Sénégal, mais au-delà des différents pays africains, puisse être davantage développé à travers une offre de formation pointue, ciblée, technique, qui permet de créer de la valeur et qui permet de positionner nos pays dans une trajectoire de réussite. Nous vivons dans une crise sanitaire et il y a eu beaucoup de difficultés par rapport à l'enseignement, etc. Mais nous avons vu que l'institut que vous dirigez a terminé son programme à temps. Quelles sont les différentes méthodes qui ont permis de terminer le programme? Oui, c'est l'agilité et l'adaptabilité. Je pense que j'ai eu l'opportunité d'en parler à plusieurs reprises. Il faut de l'agilité. Cela veut dire que nous sommes dans un monde où, bien évidemment, on cherche à travers la prospective à envisager des scénarios de futur possibles. Mais cette prospective ne parviendra jamais à transmettre à la perfection les défis et les situations qui peuvent nous interpeller, qui peuvent se présenter. Donc, il faut que le citoyen contemporain, que le citoyen de ce siècle puisse développer un sens de l'adaptabilité. On ne sait pas nécessairement de quoi demain sera fait. Il faut de l'anticipation, c'est nécessaire, mais face à une crise comme celle-là, on a vu qu'on n'était pas assez préparé, malgré le fait qu'on ait des institutions qui sont dans la recherche, dans la prévoyance. Donc, il faut davantage, à mon humble avis, développer ces réflexes
d'anticipation, de résilience quand une situation comme celle-là se présente, mais aussi d'agilité sur le plan professionnel, qui vous permet de vous réinventer au moment même où la crise se présente. Et je pense que beaucoup d'écoles de la place ont pu le réussir, c'est une bonne chose. Je pense que notre pays a très bien réussi parce que quoi que l'on dise, aujourd'hui au niveau du privé, on a pu clôturer quasiment les années académiques. Au niveau également du public, on est en phase terminale pour ces années. Donc, je pense que l'Afrique de manière générale, alors qu'on attendait une forme d'hécatombe, alors que les experts nous annonçaient des situations chaotiques, je pense que l'Afrique s'en sort très bien à tous les niveaux, sur le plan éducatif, sur le plan social, sur le plan politique et économique. Effectivement, nous allons ressentir les impacts de cette situation pour cette année et pour les années à venir, mais je pense que les plans de relance, de résilience qui sont mis en œuvre ont permis d'amortir la chute et nous permettront, après avoir bien amorti, enfin par la chute, ont permis d'amortir la situation, la violence, le choc, et après avoir amorti ce choc, nous permettront de nous redéployer d'une meilleure manière, mais nous redéployer en tirant des leçons de cette situation qu'on a pu traverser et en essayant de développer davantage au niveau du continent plus d'autonomie, plus de valorisation de nos ressources, de nos potentiels, plus de confiance en nos ressources, en nous-mêmes. Et je pense que en s'inscrivant dans cette trajectoire, comme le gouvernement du Sénégal a pu le faire depuis le début de la crise, il y a de beaux jours pour nous tous. Comme vous l'avez dit, l'Afrique s'en est bien, très bien sortie par rapport aux autres. Mais quelles sont les leçons à tirer de cette crise-là? Les leçons à tirer de cette crise sont multiples et à plusieurs niveaux. Mon propos n'a pas vocation à l'exhaustivité, mais sur plusieurs plans. Sur le plan du travail, je pense que cette crise a pu révéler l'importance de renforcer certains corps de métier. Les enseignants qui, en période de crise, allaient donner des cours et ont permis aux dispositifs éducatifs de tenir. Les médecins et même certains métiers qui, juste là, dans les organisations, étaient dévalorisés, étaient au cœur de l'action qui a permis à nos économies de tenir. Les livreurs, les restaurateurs. Donc, il y a plusieurs métiers qui, pendant longtemps, je ne parle pas du Sénégal, mais de manière globale au niveau du continent, ont été parfois négligés. Et la crise nous a montré que ces métiers-là sont essentiels pour notre dispositif sociétal. Donc, il faudra que dans les années à venir, que ces métiers soient davantage renforcés, valorisés. Ça, c'est sur la question du travail. Sur le plan économique, la crise a montré que quand il y a une situation qui se présente, qui présente un danger pour chaque nation, le premier réflexe, c'est de se recroqueviller sur soi-même. Les frontières ont été fermées. Les États qui ont développé une très forte dépendance vis-à-vis de la commande extérieure sont des États qui, dans cette situation, sont affaiblis. Donc, cela nous invite à plus d'autonomie et à moins de dépendance vis-à-vis de l'extérieur et vis-à-vis de ceux qui ont toujours été nos partenaires, qui le resteront. Et je pense qu'il faut que nous ayons à l'esprit, nous autres Africains, que l'avenir du continent passera par une intégration plus forte, plus sincère, qui n'est pas que juridique, parce que l'intégration sur le plan juridique se passe bien, on a des textes qui sont assez performants, mais une intégration des cœurs, une intégration citoyenne, des programmes éducatifs qui ont vocation à renforcer une allégeance, non seulement à une nation, mais une allégeance à un ensemble plus large qui est celui du continent africain. Donc, il faut de l'autonomie sur le plan économique. Il faut, comme je l'ai dit en début de propos, développer les potentialités de nos territoires sur la base de nos réalités. Le Sénégal a ses avantages comparatifs dans certains domaines. Il faut les identifier et faire ce travail. Je pense et je suis heureux que cela ait été fait par nos gouvernants. Il faut également, hors du cadre économique, repenser notre modèle environnemental. Moi, je pense que parmi les grands défis qui interpellent l'humanité aujourd'hui, il y a la question du changement climatique, il y a la question de la gestion de l'environnement, il y a la question de l'épuisement des ressources, il y a plusieurs questions de la démographie, il y a plusieurs questions qui aujourd'hui nous interpellent et qui nous poussent à nous réadapter, à réinventer nos modèles économiques, nos modèles de vie, nos modèles sur le plan social. Donc voilà de manière résumée, moi, ma conception de la crise. Et la dernière leçon fondamentale pour moi par rapport à cette crise, c'est l'éducation. Parce que de manière simple et pragmatique, les nations qui s'en sont le mieux sorties sont les nations où la discipline est érigée en règle de vie.
On a vu ce qui s'est passé en Asie. L'aptitude des nations à rebondir en situation de crise, l'aptitude des nations à être résilientes va dépendre progressivement de la culture, de discipline, de respect de l'ordre établi, de respect des dispositions mises en place que les citoyens parviennent à intégrer. Donc, une éducation adossée à nos valeurs, mais une éducation à la citoyenneté, une éducation au civisme sont aujourd'hui des enjeux prioritaires pour nos nations. Et il y a plusieurs propositions sur la table. Le service civique national, certains en parlent. Et tant d'autres propositions, le fait d'introduire dans les curricula de programme, ce qui est déjà fait dans beaucoup d'écoles au Sénégal, je le dis sur le plan éducatif, nous sommes, il faut le dire avec fierté, en avance par rapport à ce qui se fait dans beaucoup d'autres pays, même si ailleurs aussi les choses évoluent très rapidement. Donc, il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Pendant longtemps, le Sénégal a été un hub éducatif, il continue à l'être, mais quand on a un avantage comme celui-là, il faut le conforter au fur et à mesure. Et je suis heureux que les politiques publiques mises en place, notamment le paquet, nous permettent et nous permettront au fur et à mesure que nous avançons de conforter une excellente qualité d'enseignement adossée à nos réalités. Donc voilà, l'enseignement doit être technique, mais l'enseignement doit aussi être le plus citoyen possible pour former des femmes et des hommes capables de répondre aux défis qui vont nous interpeller. Tout à l'heure, vous parliez de l'éducation et aussi de l'intégration africaine. Est-ce que ne faudrait pas déjà installer un système qui encourage d'inculquer les enfants des valeurs panafricaines et de faire de telle sorte que nos systèmes éducatifs soient calqués dans nos sociétés, dans nos réalités sociétés? Je le pense. Je pense que les différents programmes, les différentes réformes qui sont intervenues dans l'enseignement ont conforté cette vision. Et plus nous avançons, plus il y a une demande sociale forte sur les questions de panafricanisme, de leadership africain. Des initiatives se multiplient dans ce sens pour permettre non seulement de s'inscrire dans une perspective nationale patriotique forte, mais de s'inscrire également dans une perspective régionale et dans une perspective purement africaine. Donc, il y a des initiatives qui se prennent, ça et là. Les programmes ont connu plusieurs transformations et cette transformation se poursuit. Je pense qu'à terme, nous arriverons à un stade où la manière dont on enseigne l'histoire du continent, la manière dont on enseigne à tous les niveaux à la vie du continent, la spiritualité du continent, la manière dont on enseigne le rôle et la contribution que l'Afrique a eue à travers le monde. Je pense que tous ces éléments-là vont venir s'ajouter comme les pièces d'un puzzle et on en arrivera à un stade où, dans nos écoles, on formera des citoyens fiers de leur pays, c'est déjà le cas, fiers de leur continent et qui développent une allégeance panafricaine très forte. Moi, j'ai été dans une école panafricaine, on ne distinguait pas le Sénégalais du Malien, de l'Ivoirien, du Ghanéen et autres. Donc, c'est un échantillon de ce à quoi le continent va ressembler quand on arrivera à agencer toutes ces choses-là. Mais il y a de belles initiatives qui se prennent ça et là, et je pense que dans les années à venir, on verra les fruits portés par ces multiples réformes qui sont intervenues. Et ces réformes ne sont pas seulement d'ordre public, les politiques publiques accompagnent, mais également ces réformes sont souvent le fait d'associations citoyennes, d'associations panafricaines qui portent une vision, qui nourrissent un imaginaire collectif. Donc, peu à peu, les choses vont s'agréger. Je suis très optimiste sur ces questions-là. Le seul danger qu'il peut y avoir pour cela, c'est le repli sur soi. Le repli identitaire profond sur soi et que sur soi, au détriment du voisin, au détriment de l'autre. Donc, il y a peut-être ça et là, et partout à travers le monde d'ailleurs, ces sortes de replis identitaires qui se provoquent. On peut être enraciné et ouvert. Et c'est ce qu'on a toujours plaidé. Adosser le système de formation professionnelle par rapport à nos réalités nécessite aussi de valoriser les différentes ressources qu'on a. Et dans cette mesure, vous êtes directeur d'une école de pêche. Quelle est l'importance de ces métiers-là, ces métiers de pêche? La pêche est l'une des principales activités pourvoyeuses de devises au Sénégal. Vous avez presque plus de 600 000 personnes quasiment qui évoluent dans ce secteur. Donc, autant dire que c'est un secteur qui crée des emplois, qui apporte des devises, donc qui apporte de la valeur, qui occupe
une place centrale dans l'économie sénégalaise. L'école, le Centre national de formation des techniciens des pêches et de l'aquaculture, est une école ancienne qui a été créée par décret en 1963, juste au lendemain des indépendances. Pourquoi? Je le dis parce que très tôt, l'État du Sénégal, c'était à l'époque le président Senghor qui présidait la République, avait compris qu'il y avait une nécessité de conforter ce qui était ou ce qui constituait pour nous des avantages sur le plan économique. Nous avons la mer, nous avons l'agriculture, nous sommes un pays qui a une tradition paysanne très forte. Donc, des écoles se sont créées dans ces différents segments pour former des techniciens, pour former des agents techniques qui devaient permettre un développement harmonieux et durable de ces secteurs. Donc, je pense que cette école a pleinement joué son rôle en contribuant à la formation des ressources humaines dans le secteur de la pêche. L'école a également beaucoup contribué à la formation des ressources humaines de manière générale dans l'Afrique francophone, en jouant un rôle de premier plan dans la formation des techniciens. Moi, je quitte un monde qui est celui de l'enseignement universitaire supérieur pour venir dans celui de l'enseignement technique. Et je mesure l'impact de l'enseignement technique sur le plan économique. Parce qu'on forme des personnes qui sont opérationnelles, comme toutes les écoles, mais on forme des personnes qui ont, dès l'obtention de leur diplôme, comment dire, une empreinte directe, visible et palpable dans l'économie. On voit leur contribution à travers les actions qu'ils posent. Et je pense que c'est ça aujourd'hui ce que doit être notre orientation. Et je suis heureux que l'État du Sénégal l'ait compris et ait beaucoup insisté, même au niveau de l'université, vers une orientation plus professionnelle des formations. Nous sommes une école technique qui prépare à plusieurs métiers. Et l'on se rend compte que tous ces métiers ont vocation à quoi? À encadrer les acteurs du secteur de la pêche, ont vocation à renforcer la surveillance, ont vocation à permettre une production de qualité parfaite et ont vocation également à accompagner la dynamique entrepreneuriale que l'on est en train de voir et que l'on verra dans les années à venir dans le secteur de l'aquaculture. Parce que l'aquaculture, c'est une solution utile et durable à nos besoins en produits halieutiques, en produits venant de la mer de manière générale. Et aujourd'hui, l'Agence nationale de l'aquaculture fait du bon travail et le but, c'est de pouvoir créer des entrepreneurs qui vont évoluer dans ce secteur, qui vont, de la même manière qu'on a des entrepreneurs dans le secteur agricole, créer des structures entrepreneuriales qui fonctionnent, qui vendent du poisson au Sénégal, partout à travers le monde, à travers leur bassin d'aquaculture, à travers leur production d'aquaculture. Donc, c'est ça le but poursuivi. Et je pense que le Sénégal s'achemine sereinement vers une sécurité alimentaire plus forte. Parce que si on parvient à réussir ce grand mouvement d'entrepreneuriat vers un secteur comme l'aquaculture, ce sera déjà un grand pas réalisé. Et je pense que le potentiel est là. Le potentiel est là. Maintenant, il faut des techniciens. Nous sommes en train de les former. Il faut des agents techniques. Nous les formons. Il faut une culture entrepreneuriale. Ça se développe à travers la formation. Il faut des structures d'encadrement. Ces structures ont été mises en place. Il faut une volonté politique. Elle a présidé à tout ce que je suis en train de dire. Donc, nous sommes sur les rails pour conforter cette sécurité alimentaire qui est l'un des objectifs du PSE. Donc, vous pensez que la pêche peut jouer un rôle important par rapport à... Enfin, pas peut jouer, a toujours joué un rôle central et cardinal et va continuer à jouer ce rôle-là. Nous travaillons dans un département où tous les acteurs sont conscients de ces enjeux qui nous interpellent. Nous travaillons sous le leadership du ministre Alioune Ndoye qui, tous les jours, impulse la marche du département pour satisfaire à la vision du président de la République qui est de conforter notre sécurité alimentaire, de créer des emplois, de mieux encadrer les acteurs du secteur, de moderniser le secteur, mais tout en s'inscrivant dans une perspective durable. Parce que il ne faut pas oublier que tout ce que nous faisons s'inscrit dans une vision d'économie bleue. Et au cœur de l'économie bleue, il y a la préoccupation liée à la durabilité des ressources, à la préservation, à la protection des ressources pour éviter leur épuisement. Alors, la vie associative, c'est une passion. La vie associative, c'est des amis.
J'ai eu la chance d'avoir des amis qui ont une fibre associative très poussée et qui ont permis une prise de conscience de ma part par rapport à la nécessité de travailler sur soi-même à travers la vie associative. J'ai été donc membre, je le suis toujours, membre de la Jeune Chambre internationale, qui est une fédération mondiale de jeunes citoyens actifs qui ont entre 18 et 40 ans et qui œuvrent pour créer des changements positifs. Moi, j'ai toujours invité tous les jeunes que j'ai eus en cours, en salle, que j'ai rencontrés de manière générale, à se lancer dans la vie associative. Parce que je vois ce que cela m'a apporté. D'abord, là où les compétences entrepreneuriales qu'on développe, qui nous poussent à nous lever, à identifier un problème et à construire un projet, qui peut être un projet associatif, qui peut être un projet d'entreprise, qui peut être un projet sociétal, qui peut même être un projet politique. Cette aptitude à répondre à des problèmes par des projets, c'est la vie associative qui nous a permis de le développer. Et cette aptitude à aller également vers l'autre, à aller interagir, à développer des connexions, à s'enrichir de mille et une perspectives différentes de la nôtre, c'est également une sensibilité que la vie associative nous a permis de développer. Moi, je suis devenu formateur en leadership, en prise de parole en public, dans le cadre de la vie associative. On apprend à faire, on apprend à être autonome. Il m'est arrivé, moi, d'animer une formation parce que le formateur n'était pas venu et qu'on ne pouvait pas annuler. Et donc, en une heure, de me battre pour m'approprier des concepts. Oui, il faut dire que le public était parfois clément, ça pouvait peut-être être ça et là laborieux, mais en apprenant à faire, en apprenant à se former soi-même, en apprenant ce qu'on appelle learn by doing, par l'action, on finit par développer des compétences, des réflexes, des attitudes, des connaissances qui vous permettent de pouvoir demain être meilleur dans votre domaine. Donc moi, je considère que la vie associative, c'est une école de vie. Se présenter à une élection dans la vie associative, ce n'est pas la même chose que se présenter à une élection sur le plan politique. Moi, j'ai beaucoup appris à travers les échéances électorales auxquelles j'ai participé. Il fallait se faire élire, donc il fallait avoir un bilan, il fallait interagir, et ainsi de suite. Donc, ça a été vraiment un apprentissage remarquable. Et je pense que tous mes amis qui ont cheminé dans la même période que moi-même au niveau de ces organisations rendent le même témoignage. Et je suis heureux, moi, quand je vois ce que chacun est devenu sur le plan professionnel. Je suis heureux de pouvoir dire que, écoutez, nous avons été dans une association, c'est vrai, mais quand on regarde ce que nous faisons dans la vie professionnelle, nous devons une grande partie de cela à ce que fut notre implication dans le champ associatif. Parce qu'il y a des compétences que l'enseignement classique et la vie professionnelle seule ne permettent pas d'acquérir. Et ces compétences, je pense que ceux de ma génération et des générations actuelles ont pu les acquérir d'une fort belle manière dans le cadre de notre engagement citoyen, et j'en suis heureux. Si vous avez un conseil à donner aux jeunes pour qu'ils s'impliquent davantage. Impliquez-vous dans n'importe quelle association, mais en étant sincère dans votre démarche, en ne mettant pas en avant la station de responsabilité que vous occupez, parce qu'on a ce mysticisme ou cet amour profond pour les postes. Je suis président, je suis secrétaire général. Dans la vie associative, ça ne veut rien dire. Et vous vous en rendrez compte quand vous vous serez retiré. Soyez plus dans l'action et dans l'action généreuse. Donnez-vous à fond. Moi, j'étais un leader associatif engagé. Je pense qu'à un moment donné, ma vie associative occupait dans ma vie autant de poids que ma vie professionnelle, qui était mon gagne-pain. Quand je terminais mes journées de travail, c'était la vie associative jusqu'à des heures tardives. C'est des projets qu'on a conçus, c'est des personnes qu'on a rencontrées, c'est des voyages qui ont été effectués. Donc, l'on se rend compte qu'on ne sort pas indemne d'une expérience comme celle-là. L'on est marqué à vie par une expérience comme celle-là. Donc, le conseil, engagez-vous, soyez généreux dans l'action, soyez généreux dans l'effort, soyez présent pour apprendre, pour vous enrichir de mille et une diversités, et vous verrez que le moment venu, cette expérience peut faire la différence. Quand on parle de Samuel Faye aussi, c'est Samuel Faye, coach en développement personnel. C'est quoi cette passion-là? Le développement personnel, pour moi, ça a commencé par des lectures. Dans des circonstances de la vie, on a parfois besoin de se requinquer. Donc, on achetait des livres de développement personnel pour lire, pour avoir le courage d'aborder certains problèmes, pour évoluer, pour grandir, pour travailler sur soi-même. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à partager le fruit de ces lectures. Et j'ai commencé à expérimenter ce que j'avais lu
ou que j'avais pu apprendre à travers des échanges et des interactions. C'est venu comme ça. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à partager, j'ai commencé à former, et dans le cadre académique et dans le cadre associatif. Et vous savez, la formation, c'est quelque chose de très particulier. Parce qu'on contribue au développement de l'autre, mais en formant, on s'enrichit des interactions qu'on a avec l'autre. Je pense que j'ai à mon actif plusieurs milliers d'heures de formation en développement personnel, en leadership, en prise de parole en public, et pour des étudiants, et pour des enfants, et pour des professionnels. C'est des publics très différents. Et à chaque fois qu'on va vers un public, on se rend compte que les exigences ne sont pas les mêmes, que les approches pédagogiques ne sont pas les mêmes. Et tout cela nous façonne notre aptitude à partager, à restituer, notre aptitude à interagir avec l'autre. Et la vie associative a beaucoup joué dans ce domaine, je l'ai déjà dit. Et ces formations-là sont pour nous une sorte de réalisation personnelle de soi. Pourquoi je le dis? Parce que quand on se rend compte que ce que l'on dit apporte à l'autre, quand on se rend compte qu'on a aidé certaines personnes à se sentir mieux, certaines personnes à ouvrir des fenêtres professionnelles, à réussir des entretiens d'embauche, à réussir des discours, à regagner confiance, je pense que c'est la plus belle contribution sociétale que l'on peut avoir. Donc c'est également une manière pour nous de nous réaliser, de nous émanciper, de faire des choses qui nous passionnent et de vivre pleinement à chaque instant. C'est tout. En termes de prise de parole en public, on sait tous que bon nombre de gens ont des idées extraordinaires mais n'arrivent pas à les faire sortir. Si vous avez aussi des conseils ou des techniques à les donner. Oui, des techniques, il faudrait un cours. Mais moi, ce que je dis aux personnes, c'est d'abord avoir le courage de prendre la parole. Vous savez, à compétences égales, les soft skills font la différence. La prise de parole en public, c'est aujourd'hui une compétence douce qui est très recherchée. Donc, ayez le courage de prendre la parole. Inscrivez-vous dans un processus d'apprentissage. L'apprentissage, c'est deux choses. L'apprentissage commence par une prise de conscience, que l'on a des choses à améliorer. Ensuite, par une volonté. Ensuite, on s'inscrit dans un processus d'identification des espaces qui nous permettent d'apprendre. Ces espaces, c'est un formateur en prise de parole en public qui peut nous accompagner. Ces espaces, c'est l'école. Ces espaces, c'est la vie associative qui nous offre une tribune pour communiquer, pour échanger lors des réunions. Une fois qu'on a identifié tous ces espaces d'apprentissage, évoluer, cheminer, nous n'avons pas tous des trajectoires qui sont similaires. Certains apprennent rapidement, d'autres, au bout de plusieurs années, deviendront très bons. Mais ce que moi, je peux dire en matière de prise de parole en public, c'est que c'est à plusieurs niveaux. Il y a une dimension purement intellectuelle. On parle parce qu'on a une sorte de calebasse avec des idées, avec des mots où l'on va puiser pour s'inspirer et communiquer. L'on parle parce qu'on a développé une logique structurante, c'est l'approche qui consiste à apprendre à structurer son discours. L'on parle parce que l'on parle efficacement, je veux dire, parce que l'on parvient à développer, travailler les outils de base de tout orateur. Sa voix, avoir une voix qui peut rendre des émotions utiles à la cause, sa posture, ses gestes, son regard, ses mimiques. Donc c'est un travail à plusieurs niveaux. C'est un entraînement de tous les jours et je pense que tout un chacun peut s'inscrire dans cette dynamique. Et moi, ce que j'ai constaté après plusieurs années de formation en matière de leadership et de développement personnel, c'est que beaucoup de personnes, en développant, en renforçant leur aptitude à communiquer et à parler en public, simultanément renforcent une forme de confiance en eux. Donc, je pense qu'apprendre à s'exprimer, cela s'apprend et cela peut nous permettre de mieux rayonner sur le plan social. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir de belles idées qu'on ne parvient pas à valoriser par le recours à la parole. Et ça arrive à beaucoup de personnes. Quand on forme tous les jours, on rencontre des individus qui vous disent « Moi, j'ai été frustré dans ma carrière parce que j'ai vu des individus que je considère comme moins brillants ou moins méritants passer devant parce qu'eux parviennent à valoriser le peu qu'ils savent. Moi, j'en sais tellement, mais je ne parviens pas à le valoriser. C'est une frustration. Et donc, il faut développer des compétences solides sur le plan technique et professionnel. Et quand ces compétences sont adossées à une aptitude à restituer, je pense que cela peut permettre d'ouvrir des portes sur le plan professionnel. Samuel, l'émission tire à sa fin et actuellement, la dernière chose, c'est
donne un message à la jeunesse africaine, si vous avez un message à lancer à la jeunesse africaine, ça sera. Alors, moi, le premier message, il est pour vous qui avez eu cette belle initiative. Je suis très heureux quand je vois ce genre d'initiative. Pour une raison simple, c'est que je considère que c'est en multipliant des initiatives comme les vôtres qui consistent à véhiculer des idées, permettre aux idées de circuler, permettre aux individus de s'enrichir mutuellement, ouvrir des fenêtres de réflexion sur des thématiques utiles. Je pense que c'est en multipliant ces initiatives que les pièces du puzzle vont continuer à s'agencer pour dessiner le plus beau portrait qui soit pour le continent africain. Donc, je vous félicite pour cette belle initiative qui est la vôtre, en espérant qu'elle sera fructueuse et qu'elle vous permettra de satisfaire aux objectifs initiaux qui étaient les vôtres quand vous lanciez ce projet. Et à la jeunesse africaine, moi je ne suis pas donneur de leçons, mais tout ce que je peux dire, c'est de croire en soi et de se battre pour essayer de s'émanciper au niveau du continent. L'émancipation, c'est un mot important. Beaucoup de jeunes aujourd'hui n'envisagent pas l'avenir ou n'envisagent l'avenir que sous d'autres cieux. Alors que nous sommes dans un continent où il y a de l'espace pour cultiver, où il y a le beau temps, où il y a 1001 opportunités, 1001 perspectives possibles. Donc, c'est les encourager à davantage s'approprier leur destinée, la destinée de leur continent, et à rendre chaque instant précieux pour soi-même et pour l'autre. On ne vit pas que pour nous-mêmes. On vit aussi pour nos communautés, pour nos nations, pour notre continent, pour une humanité que nous partageons tous. Donc, essayer de se rendre utile, c'est quelque chose de très important. Merci, merci et tous mes encouragements pour cette belle initiative. Je vous félicite. Et voilà, j'espère que d'autres cadres d'échange se créeront pour qu'on continue à échanger.